Dans le terme de théâtralité comme lieu de représentation du monde réel se déploie aussi dans des domaines d'études spécifiquement non scéniques d'où l'on peut saisir son fonctionnement en dehors du champ théâtral. Son analyse repose alors sur une approche large de l'usage du concept dans différents domaines. De manière générale, le théâtre, en tant que dynamique de l'illusion ou du simulacre, met en évidence la relation entre représentation et réalité, en exposant la distance ou l'absence de vérité dans ce qui est représenté en raison d'une volonté d'évitement du réel, ou plutôt d'une manière de l'imiter. La théâtralité est en quelque sorte une machinerie qui rend certaines choses visibles et en dissimule d'autres, mais l'important n'est pas l'image finale produite par la représentation, mais le fonctionnement du mécanisme. Cela signifie que la théâtralité met à nu le mécanisme spectaculaire de représentation du monde réel où le processus social atteint une certaine complexité. La théâtralité évoque un instinct théâtral qui tente à brouiller les frontières entre le théâtre et la vie quotidienne. Elle renvoie à la spécificité du théâtre comme discipline productrice d'images, révélant son caractère fictif. La théâtralité scénique et son expression, à savoir la fiction, représente une relation interconnectée entre ce que le spectateur perçoit face à l'œuvre, ainsi qu'entre le modèle de monde proposé comme fiction et celui proposé comme réalité, ce dernier pouvant être transgressé par le premier, qui peut modifier la codification des modèles s'il transforme les habitudes de production de sens. C'est ainsi que d'autres disciplines fondées, elles aussi, sur la représentation, outre d'autres mécanismes théâtraux comme le droit, fonctionnent en tant que partie du modèle du monde réel uniquement parce qu'elles ont la faculté de s'arroger le droit de représentation par lequel elles construisent une connaissance du réel. La différence entre théâtre et droit semble définie et claire, puisque le droit s'occupe de la réalité en légiférant sur le monde, tandis que le théâtre se consacre à la fiction en créant des mondes possibles. Mais si l'on change le cadrage, la perspective qui les sépare pourrait être considérée comme une simple formalité institutionnelle. Autrement dit, une faculté normative sur le monde qui découle de la capacité argumentative du droit à établir une fiction d'origine peut justifier l'ordre social qu'il met en œuvre. Le droit, comme une construction théâtrale, se constitue par la mise en œuvre du discours de la raison, avec le pouvoir ainsi d'instituer, de déterminer, de commander la vie des sujets afin qu'ils produisent des effets normatifs. L'histoire du droit de l'Église met en lumière cet exercice du pouvoir qui exige la représentation d'images d'autorité. Le pontife romain, l'évêque, le père abbé, qui produisent des effets comparables aux illusions suscitées par la machinerie théâtrale afin de préserver la prescription, l'interdiction morale et l'ordre social donné par nature à travers une configuration symbolique. Ces figures qui semblent être à la base de toute médiation et représentation permettent de conclure que la construction théâtrale du droit de l'Église nécessite d'une part l'illustration de personnages qui, dans le cas de ce droit, ne détiennent pas le pouvoir mais le créent, le distribuent et l'administrent, et d'autre part, leur transmet une tradition historique, fiction d'origine, connaissance du ius ecclesiae, représentation du pater, leur permettant d'appliquer la norme, d'utiliser les formulae correspondant aux besoins juridiques et de représenter les fidèles dans le gouvernement, dans un litige, dans une procédure. Ainsi, la mise en œuvre de la justice par le droit de l'Église ou du pouvoir ecclésial comme faculté normative suppose la nécessité d'un certain type de théâtralité qui fonctionne comme un mécanisme par lequel la justice se personnifie ou les procédures se consolident. Cela devient évident lorsqu'on observe que la fiction d'origine, à savoir la conception du droit comme ius, se représente par la justice, justitia. Autrement dit, le droit de l'Église est conçu comme un ordre qui fait appel à une instance supérieure, laquelle dépasse le plan ontologique, pour s'établir comme une pratique dans sa propre représentation, laquelle doit être représentée. Ce procédé donne corps et matérialité à la justice, impalpable, intangible et incorporelle, à travers tous les personnages juridiques qui agissent en son nom. En conséquence, le droit de l'Église théâtralise sa présence dans le quotidien, soit en utilisant la représentation comme mécanisme de personnification de la justice, soit en théâtralisant ses procédures.
Il n'est pas rare alors que la théâtralité canonique parvienne à entrer dans le modèle de la fiction auquel appartient le théâtre. Ainsi, tout se passe comme si la loi canonique existait grâce à l'interprétation de ceux qui agissent en son nom, constituant un événement sans événement, un pseudos, diraient les Grecs, qui agit selon une logique de l'indétermination, dissimulant sa théâtralité dans le but de rendre compte d'une fausseté consciente et intentionnelle. La convalidation matrimoniale irradice, à savoir l'acte de rendre valide un mariage religieux nul par un tiers, étranger à la ministérialisation sacramentelle, est un modèle pour observer les mécanismes de représentation utilisés par le droit de l'Église. La loi existe dans la mesure où elle doit être exécutée, jouée, interprétée par des sujets qui introjectent et incarnent la législation des limites imposées par les institutions. Ainsi, le droit en tant que fonction de la loi ne devient perceptible que lorsqu'il est mis en œuvre selon sa constitution ou sous son mandat. C'est pourquoi il doit emprunter des éléments au théâtre pour exister de manière représentationnelle dans l'institution. La théâtralité dans le droit ecclésial est bénéficiaire et se manifeste de plusieurs façons. La plus subtile et apparemment imperceptible est liée au rôle que chacun incarne selon la définition et délimitation normative que le statu quo de l'Église ou l'ordre ecclésial propose, impose, depuis la mise en scène du discours jusqu'à sa construction théâtrale conséquente. La plus évidente, c'est tout l'appareil bureaucratique de cette représentativité. L'audience orale, l'enquête, les témoins, l'ordinaire du lieu, l'évêque, le défenseur du lien, les juges. Si donc le théâtre est une forme de fiction, alors le droit fonctionne comme une théâtralité juridique. La spatialité est du reste une condition de l'événement. Il convient de souligner que tout comme le bâtiment théâtral, l'office épiscopal ou l'officialité, comme tribunal ecclésial, permettent au droit de l'Église de réaliser l'unité de temps et d'action à l'instar d'une pièce de théâtre conventionnelle. Le processus administratif ou judiciaire développe une convention théâtrale, spatiale et comportementale dans un espace spécialisé et délimité pour leur fonction, générant une disposition spécifique dans laquelle évêques, chanceliers ou autres vicaires se tiennent séparés des époux comme les acteurs de théâtre vis-à-vis du public. La justice implique dans ce contexte un certain nombre d'actes qui doivent être administrés, joués, ce qui rend indispensable la régulation de la jurisprudence et de la législation selon des termes hégémoniques, faute de quoi chacun aurait une idée différente de la procédure et ne saurait comment agir. Concrètement, c'est dans l'article 1161 du Code de l'Église catholique de 1983 pour l'Église latine qu'est exposée cette relation théâtrale de la convalidation d'un mariage nul. En interprétant et traduisant presque littéralement cette fiction juridique, elle signifie la projection dans le passé des effets canoniques du mariage, lesquels ne sont pas produits à l'époque en raison de l'existence d'un empêchement qui faisait obstacle à l'efficacité du consentement. En vertu de cette sanatio, c'est-à-dire de cette convalidation qui supprime cet empêchement, il semble que ces mêmes effets doivent être considérés comme s'ils étaient produits dès le départ, revêtant ainsi un caractère rétroactif. Bien que les effets naissent d'un acte présent réalisé par une figure étrangère au mariage lui-même, la sanatio, il existe un déplacement rétroactif inévitable dans la virtualité même de l'opération de guérison canonique qui déduit les effets d'un temps passé. Par la sanatio radice sont supprimés les effets qui, en raison de la nullité d'un tel mariage, ont été produits avant la dispense accordée, y compris ceux survenus lors même de l'acte de célébration du mariage. Sans que les époux aient éventuellement à en connaître, le mariage en tant que tel naît au moment de la sanatio et non point au moment de l'échange primitif des consentements. À partir de cet instant sont levés les obstacles qui empêchaient juridiquement la production des effets liés au consentement matrimonial antérieurement donné. Ce consentement était certes naturellement suffisant, mais il était juridiquement inefficace. La sanatio est une intervention de l'autorité légitime qui permet à ce consentement initial de produire le mariage et le sacrement. Théâtre et droit de l'Église reposent sur un même mécanisme, la représentation. Ainsi, à la base de ces deux praxis se trouve la médiation d'une parole, ici le oui conjugal, qui se joue dans le but d'exprimer quelque chose à un autre partenaire, et cela par l'intermédiaire d'un tiers. Dans cette hypothèse, ce tiers agit comme une application morale du consentement matrimonial et une démonstration de pouvoir
instituant de facto une satire de la vérité de l'échange conjugal. Cette fiction de droit ne doit pas être confondue avec la présomption de droit. Il y a fiction de droit lorsqu'on suppose l'existence de quelque chose, alors même que l'on sait précisément que cette chose, que l'on tient pour acquise, n'a pas ou n'a jamais eu d'existence réelle. La fiction semble construire dans l'esprit du législateur des formes qui ne correspondent pas à une réalité effective. Ainsi, dans cette fiction matrimoniale, on pourra déclarer légitime une progéniture afin de la favoriser en lui conférant les droits des enfants légitimes, alors même que l'on sait avec certitude, et précisément pour cette raison, que ces enfants sont nés hors d'un mariage valide ou putatif, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas originellement et réellement légitimes. Il s'agit d'une catégorie que le législateur leur accorde propter favorem. C'est pourquoi l'on dit à juste titre « fictio cessat ubi veritas lotium habere potest », la fiction cesse, où la vérité peut avoir sa place. Assurément, la fictio iuris est une disposition légale contraire à la vérité dans une matière possible fondée sur une juste cause. Il s'agit d'une disposition juridique qui, moyennant une cause justificative, contredit juridiquement seulement une réalité dans une matière où une telle contradiction est possible. Dans cette définition, la veritas se réfère à une catégorie juridique et non à une réalité physique. Ce point qui ne découle pas aisément de la définition mérite d'être souligné. Ce qui a été fait ne pouvant être des faits, la dispense ne produit des faits quant au passé que par une fiction de droit. Les enfants nés avant la sanatio sont alors considérés, et c'est là l'effet fictif, comme légitime. Le Code de droit canonique adopte la thèse de la fictio iuris pour expliquer les effets rétroactifs de la sanatio. L'article déclare, je cite, « La convalidation radicale d'un mariage nul est sa convalidation sans renouvellement du consentement concédé par l'autorité compétente et qui comporte la dispense de l'empêchement s'il y en a un et de la forme canonique si elle n'avait pas été observée, ainsi que la ratification des effets canoniques pour le passé. » Fin de citation. L'Église, par une fiction de droit, rétroagit cette dispense au début du mariage, à moins qu'il n'en soit dit autrement, ou fin que cette dispense ait été accordée au moment où le mariage a été contracté, et considère la progéniture comme légitime dès l'origine du mariage. Le mariage devient valide ex nunc, c'est-à-dire à partir de maintenant, mais on lui reconnaît des effets juridiques, notamment la légitimité de la progéniture, comme s'il avait été validé ex tunc, c'est-à-dire depuis alors, c'est-à-dire au moment de la célébration initiale du contrat ou à un autre moment antérieur. La nature juridique de la fiction suppose quelque chose d'évidemment déconnecté de la réalité physique, c'est-à-dire théâtrale. Par une fiction de droit, la dispense est rétroactivement rapportée au moment antérieur de la célébration et par conséquent, le mariage, ce qui est parfaitement possible, est considéré comme valide, comme s'il avait été célébré dès l'origine, sans empêchement, les effets de la loi irritante étant abrogés rétroactivement. Cette restauration plénière du mariage est appelée précisément sanatio in radice, convalidation radicale, parce qu'elle remonte juridiquement et non objectivement jusqu'à son origine et en supprime la cause de nullité. Le mariage est rétroactivement rapporté par une fiction de droit au moment de l'émission du consentement initial, naturellement suffisant, mais juridiquement inefficace en raison d'un empêchement ecclésiastique ou d'un défaut de forme. À propos de la progéniture, il nous paraît plus logique et plus exact de parler de legitimitas plutôt que de légitimation, parce que la légitimation n'implique pas nécessairement la rétroactivité, tandis que la légitimité, reconnue en faveur d'un enfant qui, avant la sanatio, était assurément illégitime, suppose une vision rétrospective. La loi dit d'ailleurs rétrotraction, eh bien une vision rétrospective de la part du législateur animée par l'intention de rétablir les choses autant que possible dans l'état où elles se seraient trouvées si l'empêchement matrimonial n'avait pas existé. Pour la légitimation, il ne serait pas nécessaire de recourir à la fiction. Pour la légitimité, en revanche, il faut y recourir, car l'enfant illégitime ne peut devenir légitime à proprement parler, mais seulement être légitimé. On comprend mieux pourquoi la fiction de droit est un procédé technique qui consiste à placer par la pensée un fait, une chose ou une personne dans une catégorie juridique que l'on sait impropre afin qu'elle bénéficie d'une solution pratique correspondant à cette catégorie. Elle confère une valeur non pas tant à une irréalité naturelle qu'à une erreur juridique.
le législateur s'est trouvé confronté à la nécessité de légitimer pleinement des enfants nés d'un mariage invalide, et cette légitimité doit être opérée en vertu de la sanatio elle-même. Si l'article 1137 affirme que sont légitimes les enfants conçus ou nés d'un mariage valide ou putatif, le mariage valide ou putatif agit, pour ainsi dire, sur la naissance afin de rendre légitime l'enfant né. Cette rétroactivité de la sanatio suppose une fiction, non pas en ce sens que, par cette fiction, la dispense serait réputée accordée au moment de la célébration du mariage, mais en ce sens que l'on reconnaît au mariage revalidé une qualité juridique pure et simple qui le relie au fait passé de la naissance. En ce sens, et non pas dans un sens purement matériel, l'effet rétroactif revêt un caractère fictif. Il ne s'agit pas d'une fiction comme hypothèse contraire à la réalité physique, mais d'une fiction comme hypothèse contraire à la réalité juridique. Hypothèse contraire à la réalité juridique, en ce que l'efficacité actuelle du mariage guéri à l'égard des enfants nés antérieurement se résout par la fiction d'une catégorie juridique que ces enfants ne possèdent pas, mais qui leur est néanmoins reconnue, et elle leur est reconnue en regardant, pour ainsi dire, vers le passé. On la leur reconnaît, c'est la fiction. On projette le lien présent sur la naissance passée, c'est la ratification. Conclusion. Le droit matrimonial de l'Église fonctionne, dans le cas d'une sanatio radicée, selon la logique d'un conflit initiatique destiné à médiatiser ou représenter des relations nécessitant un jugement, non pas tant comme mise en scène, mais comme réponse morale à ce qui est dû. Il est évident que cette filiation théâtrale impose à ce droit la nécessité de dissimuler une part de ressemblance avec le théâtre, car la représentation est le mécanisme propre de la fiction théâtrale, alors que la fiction elle-même correspond à un certain processus de production de sens qui codifie en dernière instance ce qui est conventionnellement considéré comme réel et ce qui est reconnu comme fiction. Si dans cette matière, on n'ira pas jusqu'à reconnaître une parenté absolue avec le théâtre, car cela pourrait éventuellement ébranler l'architecture politique, bureaucratique et systémique de l'Église et faire disparaître son autorité comme la dernière scène d'un drame, il n'en reste pas moins que cette partie du droit matrimonial ne peut complètement dissimuler un mécanisme théâtral, une mise en scène du réel qui en vient à modifier les codes de production de sens en autorisant un tiers à créer le sacrement, lui qui n'est en rien un ministre du sacrement. Cette opération de feinte du droit ecclésial constitue en fin de compte sa propre performance, c'est-à-dire sa capacité à habiller et maquiller une scène comme fiction, alors que c'est lui qui nie ses attributs théâtraux par lesquels il impose et produit un modèle de réalité sacramentelle. Sans complètement effacer ce tableau que là où se rencontrent théâtre et droit, il y a toujours une confrontation entre l'imaginé et le réel, entre réalité et fiction, entre ce qui est considéré comme possible dans la pragmatique du droit et ce qui est perçu comme impossible dans la pragmatique du théâtre. Je vous remercie de votre attention.